Bonjour et bienvenue dans Critique Elite. Je suis le Moebius et je hais les dragons. Pourquoi? Eh bien... Mon dragon achète les hommes. Merci pour la partie. Mais ça n'a rien à voir. Dans tous les cas, il n'y a jamais eu de bon film avec des dragons. Mais si, il y a la Reine du Feu. Certes, mais il y a eu Eragon. Le roi n'aura de cesse que ton dragon ne soit... Eragon. Ou comment faire un film à gros budget tiré d'un livre écrit par un gamin de 15 ans. Je ne vais pas jeter la pierre à qui que ce soit, étant donné que j'ai lu les 4 livres, mais bon sang que ce film est mauvais. Sorti en 2006 et réalisé par Stephen Fangmeyer, le film a réussi à cumuler plus de tares qu'Harry Potter. L'histoire est mal respectée, les acteurs sont pitoyables, et même l'animation est loupée. Alors autant vous le dire, je sais que c'est pas bien, mais là, je vais canarder une ambulance. Voici Eragon. Il fut un temps. Le film débute avec des explications. Nous sommes donc dans le monde d'Alaglésia, qui était autrefois gouverné par des chevaucheurs de dragons. Ces derniers firent prospérer le royaume, puis se mirent à se battre entre eux, et l'un d'eux finit par se rebeller. Un jeune dragonnier nommé Galbatorix. Depuis lors, notre terre est gouvernée par Galbatorix. Oui, Galbatorix. Galbatorix, je sais que ça a été écrit par un gamin de 15 ans, mais quand même! Et il me faut un héros. Et il doit chevaucher un dragon. Alors on va faire fusionner héros et dragon, et ça va faire Eragon. C'est bien, c'est bien. Et maintenant, il me faut un méchant. Oui, Albator. Non, non, pas Albator. Albator, c'est un gentil. Galbator. Oui, et pour faire encore plus méchant, Galbatorix. Sérieux, il avait 15 ans ou juste 7? Bon, arrêtons de taper le bouquin et revenons au film. Galbatorix a donc tué tous les dragons et tous les dragonniers, vaincu la rébellion et règne depuis d'une main de fer sur la Laglésia. Ça me rappelle une autre histoire d'ailleurs. Ouais, c'est classique, je vais pas crier à la copie juste pour ça. La scène reprend alors qu'une troupe de rebelles, menée par une princesse elfe, s'enfuit avec une pierre volée au roi. Je souffre le martyr sans ma pierre. Je souffre le martyr sans ma pierre. Même dans le bouquin, ils ont pas osé la faire celle-là. Les ajouts sont pires que l'original. Je m'égare. Le roi envoie donc Dark Vador, un rouquin à sa poursuite, tandis que, loin de là, un jeune homme part à la chasse. Mais... Pourquoi j'ai déjà envie de le gifler? Oui, cette tête à claque en puissance, c'est Edward Spiller, alias Eragon, notre héros. Et oui, il a une tête à claque digne de Hayden Christensen. Chapeau pour l'exploit. Retour au rouquin qui attend la jeune femme en embuscade. Attendez là. Comment il a fait pour se retrouver devant eux? Je veux dire, ils se sont arrêtés, ils ont fait un pique-nique, ils ont cueilli des pâquerettes. Et il se met en plein milieu de la route pour faire signe à ses hommes de faire feu. Et bien sûr, les cavaliers en face ne se doutent absolument pas qu'il s'agit d'une embuscade. La jeune elfe se fait encercler par des flammes, issues de la main du rouquin. Bon, donc c'est un sorcier. Ça explique peut-être le coup de la téléportation entre loin derrière les rebelles et tout d'un coup devant eux. Un chouïa au moins. Elle se fait capturer, mais parvient à téléporter la pierre loin, loin, loin de là, devant Eragon. Tiens, c'est drôle, ça me rappelle un autre film. Eragon récupère la pierre et essaie de la troquer sans succès contre un gros morceau de viande. Directement capitaliste. Il rentre ensuite chez lui, où il retrouve son cousin Roran et son oncle Garo. Son cousin lui annonce son départ afin d'éviter d'être recruté par l'armée, ce qui amène une discussion sur l'abandon d'Eragon par sa mère, et s'ensuit ensuite le départ du cousin et en fait,
Bah ça passe pas. On sent que le scénariste essaie de faire passer des sentiments dans ce départ, de faire monter l'émotion. Mais on connaît les personnages que depuis 3 minutes, et on n'a pas eu le temps de s'y attacher. Enfin bon. Ceci étant dit, Roran s'en va, et Eragon reprend sa vie normale. Jusqu'à ce que la pierre montre des signes de vie. Et si c'était un œuf? Mais un œuf de quoi? Oh, un dragon! Pas un caillou. Un œuf. Bravo Einstein. Tu es quoi, toi? Bon, t'es pas un oiseau? Ce type est un génie. Bref, le dragon lui donne un coup de tête dans la main, ce qui réveille le clodo du village, le roi et l'elfe. Chapeau à la discrétion. Et qui lui laisse au passage une cicatrice dans la main. Charmante bestiole. Le roi envoie donc son rouquin à la traque d'Eragon. Il invoque des prédateurs pour faire le travail à sa place. C'est beau de déléguer. Pendant qu'Eragon apprend à voler à son dragon. Ce dernier s'envole alors vers les cieux et ne revint jamais. Le jeune homme reprit sa vie normale et... Comment ça se passe pas comme ça? Eh non, le massacre continue alors que la cicatrice d'Eragon s'active et fait croître son dragon jusqu'à sa taille adulte. Hein? Non mais... attendez là. Ils ont cru quoi? Que c'était Pokémon et que d'un seul coup le dragon s'envole, passe en phase d'évolution et en bas l'abruti il a pas pensé à appuyer sur la touche B pour l'empêcher d'évoluer? Non, là c'est juste abusé. Non seulement c'est ridicule, c'est aussi mal fait, mais en plus ça ne respecte absolument pas le livre qui explique comment il a passé des mois et des mois à empêcher son oncle de découvrir qu'il élevait un dragon. Chose assez complexe, je vous l'accorde. Certes, c'est plus rapide et c'est plus commode, mais bon sang, ça aurait pas été plus correct de faire juste ça? Brom avait raison, Eragon. Le temps des dragonniers est revenu. Non? La dragonne se présente alors télépathiquement comme étant Saphira, et le jeune garçon se retrouve donc promu au titre de dragonnier. Je suis Saphira. Et toi, tu es mon dragonnier. Dragonnier. Maintenant, découvrons la réaction normale d'un être humain face à une telle situation. Merci. Eragon va alors chez le clodo, Brom, pour trouver des réponses. Ce dernier le met dehors, et sur le retour, il voit le boucher se faire torturer par les Terminators. Il se précipite alors chez lui pour alerter son oncle, et, après une chevauchée totalement ridicule à d'autres dragons, arrive trop tard. Le clodo vient alors le chercher, brûlant la ferme pour le forcer à partir, et s'enfuyant avec lui sous la pluie. Attendez là. Il s'est mis soudain à pleuvoir et ils sont trempés en quoi? 5 secondes à peine? La vache! C'était les chutes du Niagara là! Et la scène d'après, revoilà le soleil et ils sont secs. Faux raccord de mes deux. Bref, Brom donne quelques explications, les Terminators étant des Razak, le rouquin étant un ombre, c'est-à-dire un sorcier possédé par des esprits maléfiques, et tout ça pour tuer Eragon qui représenterait l'espoir des rebelles. Ouais, rien que ça. Saphira les rejoint et Brom examine rapidement la bête, expliquant à Eragon qu'elle ne servira personne d'autre que lui. Mais maintenant qu'elle t'a trouvé, Saphira te servira toi et seulement toi, et cela met ta vie en danger. Et maintenant, question stupide. À quel moment Eragon lui a-t-il dit que la dragonne s'appelle Saphira? Il l'a lu dans ses pensées ou quoi? Et que leurs vies sont liées. Si son dragon est tué. Mais si un dragonnier meurt, Son dragon meurt aussi. Charmant. Durza, l'ombre, envoie de nouvelles troupes à leur trousse.
Ce que Brom avait bien sûr anticipé. Les hommes du roi leur barrant la route, ils font un détour par les bois. Brom en profite pour expliquer à Eragon pourquoi il n'est qu'un gamin stupide. Soit. Il est possible que je t'ai sous-estimé, alors. Très bien. Voyons un peu cette adresse. Ce ne sera pas loyal, vous êtes un vieillard. Fais-moi ce plaisir. Et là, je crois qu'on a la meilleure scène du film. Et ils finissent par arriver à bon port. Les hommes du roi débarquent à leur tour, provoquant un début de bagarre, et Eragon parvient à les vaincre avec une flèche explosive. Je rêve. Il a vu une fois Brom allumer un feu avec la magie. Et non seulement il a réussi à retenir le mot pour feu, mais en plus il l'a upgradé. Bonjour, je suis un héros abusé. Saphira le tire de là, et Brom lui explique rapidement les règles de la magie. Alors qu'Eragon est aussi joyeux qu'un ado qui a eu sa première érection, Brom l'envoie un éclairage sur Saphira. Et cette fois, le vol se passe beaucoup mieux. Et maintenant, on a un ado sur son premier scooter. Fais voir ce que tu as sous les écailles. Oh putain, ils ont osé. Eragon essaie alors de voir par les yeux de la dragonne, et repère alors les Razak qui tentent une embuscade à Brom. Les deux idiots découvrent alors que voler dans une forêt, c'est une mauvaise idée, et Eragon parvient à se débarrasser d'un Razak. Enfin, d'un mannequin de Razak, tandis que Brom engage l'autre en duel et gagne. Hasta la vista, Razak. Il soigne ensuite Saphira, Brom se révélant être un ancien dragonnier dont le partenaire a été tué par Morzan, un des hommes de main de Galbatorix. De son côté, Durza administre une légère punition à l'homme de main chargé de ramener Eragon. Légère. Les hommes de main m'étonneront toujours. Ils savent que s'ils reviennent les mains vides, ils vont se faire tuer. Alors pourquoi ils reviennent? Et puis, du côté des méchants, je veux dire, d'accord, faire un exemple, ça se fait. Mais ils ont un point de spawn infini de mignonnes là, parce que là, c'est bizarre, hein, mais ils ont beau en tuer à chaque fois, il y en a toujours qui reviennent. Durza va donc torturer l'elfe un petit coup, et cette dernière apparaît dans les rêves d'Eragon, l'appelant à l'aide. Brom essaie alors de raisonner Eragon, mais ce dernier n'en fait bien sûr qu'à sa tête. Il se rend à la forteresse et attend la nuit pour s'y glisser, déguisé en Sith. Ouais, ça vaut le système de sécurité de Scorp, hein. Il trouve l'elfe, et comme par hasard, Durza l'attend là-bas. Eragon se retrouve rapidement dominé, et Brom se trouve obligé de se sacrifier pour lui permettre de fuir. Le mentor qui se sacrifie pour laisser l'élève, pas encore formé, et la princesse s'enfuir. J'ai vu ça où, moi, déjà? Non mais là, ça commence à bien faire. Je trouve aussi fascinant que Brom soit là. Après tout, ils ont ressassé tout le temps que rien n'est plus rapide qu'un dragon. Mais bon, Brom et son pauvre canasson ont été à peine moins vite au final. Eragon, Arya et Brom s'enfuient donc à l'aide de Saphira et d'un mystérieux archer. Brom rend son dernier souffle, léguant son épée au jeune garçon. Ils enterrent le vieil homme et reprennent leur route. Le mystérieux archer, Murtag, finit par les retrouver et leur propose son aide pour trouver les Varden. Ils finissent par les trouver avec un accueil assez froid. Ouais. Après les avoir convaincus de sa loyauté, les Varden se saisissent de Murtag, ce dernier étant le fils de Morzan. Alors que les troupes du roi s'apprêtent à attaquer, on a le droit à un plan torse nu. Ouais, même dans Twilight ça rend mieux. Et Eragon découvre le royaume des Varden. Ces derniers lui offrent une armure, et tous se préparent à la guerre. Arya explique alors que... La recherche d'un dragonnier a été longue et dangereuse. Certains d'entre nous ont transporté l'œuf, on ignore depuis combien de temps, dans l'espoir qu'il éclose. Non, non et non.
Dans le livre, certes, les Varden ont l'œuf depuis des années. Et ils le font circuler depuis chez les elfes vers chez les Varden assez régulièrement. Ce qui explique l'embuscade et qu'Arya se fasse attaquer. Mais dans le film, la première chose qu'ils disent au début, c'est que l'œuf vient d'être volé. Changer les choses une fois, pour le bien du film, je veux bien, ça arrive. Mais reprendre l'histoire d'origine en plein milieu du film, non! Suite à ça, la bataille s'engage. Le duo engage le combat, balayant rapidement les troupes ennemies, tandis que les Varden engagent des survivants. L'assaut est hélas rapidement révélé comme la première vague, et bien que la dragonne donne un gros avantage, Durza remet les compteurs à zéro en invoquant une immense chauve-souris de fumée. Les deux monstres volants engagent le combat aérien, et Saphira est rapidement blessée. Elle projette alors violemment Eragon sur Durza, et il parvient à lui percer le cœur de son épée. Donc, un Eragon peut aussi servir de projectile de catapulte. Bon à savoir. Surtout que ce mec est vraiment acheté. L'ombre meurt, et Saphira rattrape Eragon tant bien que mal. Tous deux s'écrasent violemment au sol. Eragon tente alors de soigner la dragonne, mais s'évanouit. À son réveil, il se retrouve nez à nez avec Murtag. Doudou dragonnier. Saphira. Il y a des amis qu'on ne peut remplacer. Oh. Je ne sais pas pour vous, mais je crois qu'à la place du gamin, moi je lui aurais collé une droite. Bref, tout est bien qui finit bien. Eragon retrouve Saphira, les Varden les acclament, et ils vont retrouver Arya. Qui peut m'expliquer pourquoi il y a un seul cheval qui réagit quand un dragon se pose devant eux? Prédateur, proie, prédateur, proie. Tous deux se disent au revoir, puis Eragon s'envole vers le lointain. La dernière scène nous montre la rage du roi qui, dans sa colère, arrache une carte de son mur, derrière laquelle se terre un immense dragon noir qui, bordel de merde, qu'est-ce qu'il foutait là et qu'est-ce qu'il a dû s'emmerder tout le film alors que la dragonne bleue, elle s'amuse à cramer des gens. Bref. Ainsi se finit Eragon. Et nom d'un grand ancien, qu'est-ce que c'était mauvais. J'aime beaucoup les livres de la saga Eragon. Même s'ils sont relativement enfantins par moments, le concept est plutôt bien. Mais le film semble avoir pris tout le mauvais côté enfantin du livre et avoir rajouté du encore plus mauvais par-dessus. L'acteur principal est une vraie tête à claque. Et si vous vous posez la question, Eragon était son premier film. Et il ne va pas réapparaître au cinéma avant 2011, c'est dire. Je ne reviendrai pas non plus sur le manque de jugeote dont il fait preuve à 17 ans et les réactions anormales qu'il peut avoir. L'animation du dragon en elle-même, même si elle n'est pas des plus belles, reste relativement fluide. Mais bon sang, la dragonne a une tête de cartoon. Je serais même pas étonné si elle était en cel shading. Et quant à l'histoire, bon, on ne pouvait pas tout reprendre du livre, mais quand on change un passage, il faut s'y tenir jusqu'à la fin. Pour conclure, Eragon est le premier tome d'une quadralogie. Cela fait maintenant 7 ans que le premier film est sorti, on peut donc déterminer à juste titre que les autres tomes ne sortiront pas. C'est à la fois un soulagement devant la qualité du film et une déception de voir qu'ils ont abandonné le projet. Ce sera tout pour aujourd'hui. C'était le Moebius, j'espère que vous avez apprécié ce Critical Hit et on se retrouve bientôt pour un prochain épisode.